Le pH du sang, lui, est très constant. C'est-à-dire qu'il varie très peu, et parce qu'il en va tout simplement de notre survie. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 22e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Dans cet épisode, j'ai invité Florence Piquet à se joindre à moi pour que l'on parle ensemble de la notion d'équilibre acide-base. En quoi est-ce que cela consiste? Comment favoriser cet équilibre? Et quels sont les leviers à notre disposition pour faire en sorte que notre corps soit moins acide et ainsi favoriser notre bonne santé sur le long terme? 2 points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/22, le chiffre 22. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles plus un commentaire sur iTunes. Je lis tous les avis déposés et d'ailleurs, je remercie Alex qui a laissé le message suivant. Cela fait plusieurs années que je suis les projets de Xavier. Toute l'expérience qu'il a pu accumuler se retrouve dans ce podcast. Qualité audio, questions intéressantes et invités pertinents. Enfin bref, je vous recommande chaudement Parle en forme. Alors un grand merci à toi Alex pour ce commentaire. Et j'espère que si vous m'écoutez, ce message vous inspire et que vous aussi, vous prendrez le temps de venir laisser un petit mot. Pour accéder à la page du podcast, le plus simple est de passer par ce lien extraform.fr/iTunes. Ou sinon, vous cherchez directement Parle en forme dans le moteur de recherche de l'application. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Florence et merci de m'accompagner pour ce podcast. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et sur ce que vous proposez? Oui, donc je m'appelle Florence Piquet. Je suis, diététicienne nutritionniste. Alors je dis disons parce que je trouve que c'est peut-être un peu réducteur, étant donné que j'ai commencé mon parcours de façon significative dans un magasin de diététique comme vendeuse conseillère, et ce qui m'a permis d'avoir une ouverture et une vision globale sur la santé, sur l'alimentation et une approche naturopathique. Et ensuite, j'ai souhaité me professionnaliser, donc c'est pour ça que j'ai repris des études pour devenir diététicienne nutritionniste. Et puis, dans le même temps, j'ai fait aussi une formation de sophrologue parce que voilà, je trouvais que c'était complémentaire, que la sophrologie, la gestion du stress était importante et avait souvent un impact dans le domaine de la nutrition. Et puis voilà, j'ai un parcours assez éclectique, assez vaste, mais quand même avec un fil rouge, puisque j'ai aussi fait une formation de formatrice professionnelle d'adultes pour apprendre à animer un groupe, à gérer un groupe et à l'accompagner. Voilà, ça me semblait important et ça a abouti aussi au projet, enfin qui est plus qu'un projet maintenant, à la réalisation, qui est Nutrition Sereine. C'est-à-dire un concept que j'ai mis sur pied, un mode d'accompagnement qui me permet de m'adresser à la fois au groupe et à chaque personne individuellement. Voilà. Donc c'est un parcours assez vaste, assez large et j'en suis fière. Bah, vous avez raison. Alors vous êtes aussi, du coup, vous en avez pas parlé dans votre présentation, mais vous êtes aussi l'auteur du livre qui s'appelle le guide de l'acide base. Et ce sujet va être la thématique principale de notre discussion parce que finalement, je constate assez souvent que, alors, à la fois c'est un concept qui va pas forcément être très connu et qui du coup va être encore moins maîtrisé par les personnes qui sont jamais vraiment intéressées à la nutrition, alors que finalement c'est une notion qui est assez fondamentale à connaître. Et du coup, je vous propose de commencer par la base. Et est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond cette notion d'acide base? Oui. Alors, déjà, je me permets peut-être de vous reprendre. C'est le guide de l'équilibre acide-base. Voilà, pas le guide de l'acide-base, le guide de l'équilibre. Alors, d'accord. C'est une faute. Pourtant, je l'avais bien noté. Donc, c'est le guide de l'équilibre acide-base, effectivement, qui est paru aux éditions Thierry Soucard. Et qui effectivement reprend une notion importante de santé, une notion qui effectivement n'est pas abordée dans l'approche classique de nutrition et de diététique,
et qui est pourtant fondamentale. Donc c'est vrai que c'est une approche qui jusque-là était très utilisée par les naturopathes, l'approche naturopathique dont je vous parlais tout à l'heure en magasin diététique ou voilà dans ces milieux-là. Et en fait, des chercheurs se sont penchés sur cette question et ont argumenté de façon scientifique ce que les naturopathes utilisaient depuis longtemps, ce concept d'équilibre acide-base. Alors, de quoi il s'agit? En fait, c'est notre organisme a besoin de certaines conditions, si pas optimales, mais au moins acceptables pour bien fonctionner, pour que chacune de nos petites cellules fasse bien leur travail. Elles ont besoin d'un environnement favorable. Alors c'est en général, on connaît un certain nombre de choses au niveau de notre physiologie, c'est-à-dire notre corps doit avoir une certaine température. Si on est trop au-dessus, si on a de la fièvre, on sait qu'on va pas bien et des processus, notre métabolisme se fait beaucoup moins bien. Si on est en dessous, c'est pareil. Donc voilà, des conditions de température, des conditions de pression sanguine, des conditions physiologiques optimales. Et de la même façon, notre corps a besoin aussi d'une certaine... Enfin, on doit surveiller le taux d'acidité. C'est-à-dire notre corps et nos cellules, pour bien fonctionner, ne doivent pas se retrouver dans un environnement trop acide. Voilà. Donc l'équilibre acide-base, c'est ça. C'est un des grands équilibres métaboliques qui permet à notre organisme de bien fonctionner et qui est garant de notre bonne santé. Est-ce que j'ai été suffisamment explicite? Oui, tout à fait. Alors du coup, justement, pourquoi cet équilibre le fait d'être en équilibre en fait est aussi important et qu'est-ce qui peut se passer si jamais on se retrouvait dans une situation où notre corps globalement serait trop acide? Alors pourquoi il est important? Parce qu'on est programmé comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, le pH de notre sang, lui, alors quand on parle d'acidité, je vais expliquer aussi les mots. Je parle de pH, donc le pH c'est l'unité de mesure de l'acidité, ce petit p grand H, qui veut dire, pour les personnes qui n'auraient pas fait de chimie, potentiel hydrogène. Donc hydrogène parce que ce sont les ions hydrogène, les molécules des ions hydrogène qui sont le marqueur de l'acidité. Donc quand il y a beaucoup d'ions hydrogène, le milieu est très acide et quand il y en a moins, le milieu est moins acide. Donc le pH, qui est donc cet outil qui nous permet de mesurer l'acidité, qui est une échelle qui va de 0 à 14, sachant que 0 c'est très acide et 14 on est plutôt dans ce qu'on appelle l'alcalinité, c'est alcalin ou basique, c'est l'inverse de l'acidité, et à 7 on est au milieu de l'échelle et c'est la neutralité, ni acide ni basique. Et en fait le pH, donc pour revenir à notre sang, le pH du sang, lui, est très régulier, assez constant. C'est-à-dire qu'il varie très peu, et parce que il en va tout simplement de notre survie. Donc, le pH sanguin ne doit pas varier, et pour ça, notre corps a des systèmes de régulation très puissants pour maintenir le pH sanguin dans une fourchette optimale. Sauf que notre hygiène de vie, notre mode de vie actuel est très acidifiant, et notamment l'alimentation. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. Et cette acidité qui est produite par l'organisme à cause notamment de l'alimentation, donc va être chassée du sang, parce que le sang, lui, ne doit pas s'acidifier de trop, et va aller se loger dans les tissus. Et disons que notre corps a des systèmes de régulation pour rejeter cette acidité en trop, sauf que il arrive que les systèmes de régulation soient un peu moins performants. Par exemple, les reins, qui est un système de régulation et d'évacuation, et les reins, avec l'âge, évidemment, sont un petit peu moins performants. Et souvent, en même temps, il y a un deuxième processus qui fait que ces systèmes de régulation peuvent être débordés, mais vraiment débordés par l'afflux d'acidité ambiante.
Donc les deux mécanismes conjugués font qu'il y a quand même une acidité qui s'installe dans l'organisme, et c'est ce qu'on appelle l'acidose chronique à bas bruit, ou l'acidose chronique, c'est-à-dire une acidose qui s'installe tranquillement dans l'organisme, et l'organisme baigne en permanence dans une acidité ambiante. Voilà. Donc, ça, c'est fort dommageable pour notre santé. Ouais, c'est du coup quelles sont les conséquences. Alors, est-ce que déjà, je suppose que il y a des choses, on peut déjà avoir des premiers ressentis à court terme, et puis alors je suppose que sur le long terme, ça peut être d'autant plus grave. Oui, en fait, les premiers ressentis, ça va être probablement la fatigue, des courbatures, divers problèmes qui peuvent être variés aussi d'une personne à l'autre en fonction de sa sensibilité, parce qu'on n'est peut-être pas tous égaux non plus devant cette acidité. On ne la gère pas forcément de la même manière, on ne la supporte pas de la même manière. Il faut penser aussi que chacun a une constitution particulière, ce que les naturopathes aussi ont bien compris, et que en fonction de notre constitution, on va pas gérer ou j'allais dire tolérer l'acidité de la même façon. Notre organisme va plus ou moins trinquer. Ouais. Donc effectivement, il y a des conséquences à plein de niveaux, au niveau du système immunitaire aussi, il peut y avoir des conséquences. Mais il y a des conséquences qui sont plus documentées scientifiquement que d'autres. Et en fait, il y en a principalement 3 qui sont vraiment documentés. Ce sont les effets sur notre squelette, les effets aussi sur nos muscles et les effets sur nos reins. Voilà. Ok. Sachant que, effectivement, comme vous le disiez, après il y a tout un tas de maux périphériques qui s'installent et qui sont peut-être moins documentés scientifiquement, mais qui ne les empêchent pas d'exister ou qui ne nous empêchent pas de les ressentir. Ouais. Alors du coup, peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces trois types d'effets? Ouais. Oui. Alors sur notre squelette, en fait, ce qui se passe, c'est que notre squelette est un tissu vivant qui se renouvelle en permanence, qui est fait d'une trame protéique et de calcium. C'est une grosse réserve de calcium. Et en fait, pour le corps, pour tamponner cette acidité, va aller chercher dans nos réserves des matières, des molécules qui vont nous servir de tampon, pour tamponner, c'est-à-dire pour contrebalancer cette acidité. D'accord. Et il s'avère que le calcium est un minéral qui va permettre de tamponner cette acidité. Donc, quelle belle réserve que notre squelette, notre organisme va puiser dans cette réserve de calcium pour tamponner. Et bien sûr, ce calcium peut faire défaut à notre squelette qui, à la longue, si notre corps baigne en permanence dans une acidité ambiante, dans cette fameuse acidose chronique, notre squelette peut en souffrir, se déminéraliser, se fragiliser, jusqu'à l'ostéomalacie, l'ostéoporose à terme. Ok. Alors les muscles, c'est un petit peu le même phénomène. Les muscles vont s'affaiblir. C'est une fonte musculaire qui se passe. C'est un peu le même processus, sauf que là, c'est pas avec le calcium, mais c'est un acide aminé, c'est-à-dire un des constituants des protéines, qui va servir de tampon à l'acidité et qui va entraîner une fonte musculaire prématurée. Bon, la fonte musculaire, c'est quelque chose, c'est un phénomène naturel avec l'âge, mais avec l'acidité, c'est un phénomène qui va s'accélérer. Voilà. Ok. Et puis au niveau des reins, eh bien, le calcium que nous avons remis en circuit tout à l'heure et qui vient de nos os va passer par les reins pour être éliminé, avec le risque de former des petits cailloux et donc des calculs. Voilà, donc l'acidité va favoriser les calculs rénaux. D'accord. Ok. Voilà. Quel programme, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et est-ce que à l'inverse, on peut avoir un corps qui serait trop alcalin? Alors, c'est vrai qu'en conférence, on me pose souvent la question.
Ouais. Alors, à part certaines pathologies éventuellement qui éventuellement entraînent l'alcalinité, mais l'alcalinité des urines, ce qui ne veut pas forcément dire que le corps sera alcalin. À mon avis, c'est pas vraiment possible. Enfin, c'est difficile au sens où notre mode de vie, quand même, nous tire vraiment vers l'acidification, à la fois par l'alimentation, par la pollution, par la respiration courte que nous avons, puisque les poumons sont aussi un des mécanismes de régulation qui permettent de chasser nos fameux, de chasser l'acidité. Hein. Et donc notre alimentation, la pollution, la respiration courte, le stress, tout ça a tendance à nous vraiment à nous amener vers une acidité. Donc, à moins de vivre comme un ermite, de manger hyper correctement, et encore, est-ce que de vivre isolé comme un ermite, ça peut pas créer du stress? Ouais, bah oui. La sagesse suprême peut-être. Mais donc du coup, trop alcalin. Alors par contre, il se peut, oui, d'avoir un terrain alcalin à partir du moment où peut-être on a une alimentation très végétale et très peut-être végétarienne. Ça, c'est possible. Ok. C'est possible. Bon, mais après, c'est pas une inquiétude à avoir en tout cas, quoi. Non, je crois pas. C'est vraiment l'inquiétude, elle est du côté de l'acidité. Est-ce qu'il existe des outils ou des moyens pour mesurer son acidité en tant qu'individu? Oui. En fait, c'est le test du pH urinaire, donc qui permet de voir un petit peu où on en est. C'est un indicateur. Donc c'est un test que l'on fait avec grâce à des bandelettes de papier pH que l'on achète ou en pharmacie ou en magasin de diététique. C'est des bandelettes de couleur. Et puis on prend la mesure, soit en mettant les bandelettes sous le jet urinaire, soit en récoltant son urine dans un récipient propre et en trempant très brièvement la bandelette dans l'urine. Ces bandelettes sont faites de telle sorte qu'elles ont une échelle colorimétrique que l'on peut après comparer sur la boîte et en fonction de la couleur obtenue, on connaît le pH urinaire. D'accord. Alors c'est un processus quand même qu'il faut faire plusieurs fois par jour et plusieurs jours de suite et noter pour calculer un pH moyen, parce qu'il y a quand même des facteurs qui peuvent faire varier le pH urinaire, notamment le stress, un repas trop copieux, du sport, etc. Donc il vaut mieux le faire sur une période de 5 à 15 jours. Bon, j'explique ça dans mon livre, comme ça permet de bien suivre le protocole et après d'interpréter les résultats en fonction du pH que l'on a obtenu. On sait où on en est, si on est plutôt acide, si on est plutôt justement alcalin, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc si on est plutôt alcalin, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est que vous devez avoir hors pathologie, hors pathologie qui entraînerait ce pH, donc là à voir avec le médecin aussi et chaque personne qui se connaît. Mais c'est qu'en général, on peut avoir déjà de bonnes habitudes alimentaires, notamment installées, du type végétarisme ou pour le moins une alimentation très végétale. Donc c'est vrai que c'est un moyen qui nous permet déjà de savoir où on en est. Le test du pH urinaire nous permet de savoir où on en est, à savoir que juste il faut pas prendre le pH sur les premières urines du matin qui elles sont très acides. C'est normal, il y a toute l'élimination de la nuit. Donc celle-là, on ne les prend pas, on prend d'autres mesures dans la journée, 3 fois à distance des repas. Voilà. Ok. Alors justement, on vous les avait évoqués à quelques reprises là depuis le début de notre discussion, mais donc du coup, quels vont être les facteurs qui vont avoir un impact sur notre sur l'équilibre, on va dire, parce que j'hésitais entre l'acidité et l'alcalinité. Sur notre équilibre acide-base, vous pouvez dire. C'est ça, effectivement. Les facteurs qui vont influencer notre équilibre acide-base. Ouais. Et généralement, dans notre société où il a influencé, pas forcément dans le bon sens. Ouais. Donc, ces facteurs-là, c'est
essentiellement l'alimentation, c'est ce dont je traite dans mon ouvrage. Mais on sait qu'il y a bien d'autres facteurs, hein, je les évoquais tout à l'heure. Il y a cette fameuse gestion du stress le stress nous acidifie par d'autres mécanismes. Le fait que peut-être on ait une respiration courte, ça favorise, vous voyez, cette respiration qui n'est pas une respiration ample et profonde. Donc, là, pour rectifier ce genre de choses, c'est l'accompagnement global ou la prise en charge globale dont je parlais au tout début quand je me suis présentée, c'est-à-dire là, on va réapprendre à respirer, à gérer le stress, à se calmer et à avancer en toute sérénité, le plus serein possible, en tout cas. Et puis, donc l'alimentation est un facteur majeur, bien sûr, est un facteur majeur. Donc là, on est en plein dans mon domaine. D'accord. Et j'avais peut-être une suggestion, en tout cas c'est une idée qui m'est venue, c'est que du coup le fait de pratiquer une activité physique qui potentiellement du coup a aussi de l'impact sur les notions de stress, et si on fait un effort qui va justement entre guillemets forcer le corps à respirer plus profondément et donc à renouveler l'air de ses poumons, tout ça, je suppose que ça peut être une des bonnes pratiques aussi pour éventuellement avoir un impact sur l'équilibre. Bien sûr. Ouais. Justement, le sport aide à réguler le stress, et on le sait, ça aide à décharger. Donc on va décharger. En plus, effectivement, on va développer la capacité respiratoire, donc amplifier notre respiration et favoriser l'évacuation des acides par les poumons, aussi par la peau, par la sueur. Après, l'activité physique, je pense qu'il faut faire aussi attention, parce qu'une activité physique intense peut être acidifiante par d'autres mécanismes. On le sait, il y a déjà l'acide lactique, il y a tous ces mécanismes. Mais une activité physique, oui, intensive, ou vous savez, toutes les personnes qui sont toujours en compétition, il faut faire très attention et être vigilant, effectivement. Oui. Mais l'activité physique, j'allais dire modérée, accompagnée, c'est oui effectivement quelque chose de très favorable, et puis avec une alimentation qui va avec, les boissons qui vont avec, et faire en sorte de désacidifier son organisme. Effectivement, c'est une des bonnes pratiques. Ok. Alors justement, j'aime bien parler quand je parle d'activité physique, j'aime bien parler aussi de mouvement, parce que le mouvement, on est aussi dans une certaine fluidité, pas forcément en force, quoi. C'est-à-dire dans quelque chose qui serait en force et qui serait toujours dans la performance. Voilà. Ouais. Bien. Oui, l'idée globalement, c'est de bouger au quotidien et de pas forcément être dans la performance ou la compétition, parce que de toute façon la plupart des gens, à part des sportifs qui vont être vraiment plus investis, ça va être ça, quoi. Oui. Donc être aussi dans le côté plaisir de bouger, de retrouver le contact avec son corps et de développer sa capacité respiratoire en conscience, etc. Donc ça, on est à la fois dans une gestion du stress et en même temps dans le côté physiologique bon pour la gestion des acides. Ok. Alors justement, on a parlé, vous avez évoqué qu'a priori le facteur principal qui va avoir un impact sur l'équilibre acide-base, c'est notre alimentation. Oui. Alors du coup, quels sont les types d'aliments qu'il faut potentiellement privilégier, et ceux à limiter, parce qu'ils ont tendance à acidifier le corps? Oui. Alors globalement, on peut dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a la famille des aliments acidifiants et la famille des aliments alcalinisants. D'accord. Alcalinisant, qui est le contraire d'acidifiant. Alors on dit aussi alcalinisant ou basifiant. Il y a deux termes, donc comme quoi la catégorie est drôlement plus importante, puisqu'il y a deux termes pour les nommer, alcalinisant et basifiant, alors que pour les aliments acidifiants, il n'y a qu'un terme. Donc
les aliments acidifiants, c'est quoi? Donc là, je rentre direct dans le vif du sujet. Hein. C'est tout ce qui est viande et dérivés, donc tout ce qui est aliments protéiques, lait et dérivés, donc laitage, yaourt, fromage, etc. Et pain, céréales et dérivés. Donc ça fait 3 groupes. Et c'est vrai que si on s'arrête là, on s'aperçoit quand même que l'alimentation moderne, celle qui nous est proposée à grande échelle, va beaucoup vers tout ça. Parce que ne serait-ce que si on regarde, une pizza, c'est quoi? C'est de la pâte, donc c'est de la farine, c'est donc des céréales. Si des pâtes, c'est pareil, viande, voilà. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous cernez par rapport à notre alimentation moderne. Ah bah si, oui, tout à fait. Notre schéma alimentaire. Ouais, c'est ça. Est-ce que le sucre aussi a un éventuel impact sur l'acidité? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, les naturopathes, et voilà, dans cette approche-là, de tout temps, il s'est dit qu'effectivement le sucre était acidifiant. Or, il se trouve que dans l'ouvrage que j'ai écrit et qui se base sur des recherches, sur des résultats de recherche de chercheurs spécialisés dans l'équilibre acide-base de par le monde, et qui ont établi une base de données des aliments avec leur potentiel acidifiant ou alcalinisant. Eh bien, eux, ils ont trouvé que le sucre était neutre. Alors évidemment, ça soulève un petit peu la controverse, parce que c'est vrai que on sait très bien que le sucre n'est pas bon pour la santé. En même temps, moi, ce que je dis souvent, c'est que même si le sucre est dit neutre dans cette approche, donc on va parler pour ce qui leur a fait en fait déterminer le potentiel, on va en parler aussi. Moi, je dis quand même que ça reste du sucre. Donc, même dans l'approche classique en diététique, le sucre doit rester à sa place. Oui, c'est ça. C'est au-delà de cette question d'acidité, il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles limiter sa consommation de sucre, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si déjà le sucre vient provoquer trop d'acidité, c'est déjà qu'on en consomme trop. Parce que déjà alors j'aime pas ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, une ration alimentaire journalière, le sucre en tant que tel et les produits sucrés, ça comprend tous les produits sucrés où le sucre est caché. Ouais. Donc biscuits, bonbons, toutes les friandises, boissons, sodas, etc. Normalement, le sucre doit avoir une place très très faible, pas plus de 10% de la ration calorique. Et même, je dirais, c'est un grand maximum. Il peut ne pas y être et il nous manquerait pas. On trouve du sucre dans les fruits, du sucre naturel dans les fruits secs. Il y a pas de problème. On peut tout à fait se passer du sucre, voilà, à part pour le plaisir. Mais s'il en vient à acidifier, c'est qu'il est trop présent. Donc déjà, il y a ce problème. Voyez. Donc voilà. D'après cette approche, il est neutre. Alors, je finis quand même pour vous présenter les deux catégories. Donc, on a vu la première là qui était viande, lait dérivé, céréales et dérivés, et la deuxième famille qui est celle des aliments alcalinisants. Eh bien, on a quoi? On a les légumes, les fruits, et les herbes et les épices et les eaux minérales. Voilà. Donc, vous voyez dans la balance quand même que le côté acidifiant pèse lourd. Oui. Mais en tout cas, oui, si on suit une alimentation standard, on va dire. Standard, voilà. Si on n'est pas un peu attentif, et on comprend donc avec déjà ces deux familles-là que il est important d'aller vers une alimentation végétale avec une forte dominante de légumes et de fruits et d'herbes aromatiques et d'épices pour contrebalancer l'acidité des autres aliments, qui pour certains nous sont nécessaires, quand même. Bah oui, c'est ça. Parce que du coup, est-ce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre ou de balance? C'est-à-dire que, imaginons, je dis n'importe quoi, je mange 50 grammes de viande et je mange 50 grammes
d'haricots verts, imaginons. Du coup, au final, la balance est à 0 et c'est bon, ou je suppose que c'est peut-être un peu plus complexe que ça quand même. Alors, c'est un petit peu plus complexe parce que, en fait, les chercheurs dont je vous parlais tout à l'heure ont mis au point un indice qui s'appelle l'indice PRAL. Grand P, grand R, grand A, grand L. Ce sont 4 lettres qui veulent dire en anglais Potential Renal Acid Load, ce qui veut dire en français charge rénale acide potentiel. Et cet indice est un indice chiffré qu'ils ont calculé. Voilà, ils ont une formule que je ne vous dirai pas, hein, qui est aussi bien secrète. Et donc on aboutit à un chiffre, et ce chiffre est un indicateur pour nous dire si l'aliment a un potentiel acidifiant, un potentiel alcalinisant, ou si l'aliment a un effet neutre, voilà, sur l'équilibre acide-base. D'accord. Donc, quand le PRAL est négatif, l'aliment a un effet alcalinisant, voilà. Et quand le PRAL est positif, l'aliment a un effet acidifiant. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des au sein des aliments qui vont être alcalinisants, par exemple, il y en a qui vont être un peu alcalinisants et d'autres qui vont l'être beaucoup plus. Exactement. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'ai constaté un petit peu les données, j'ai fait une échelle et j'ai fait en sorte qu'on puisse les classer sur une échelle de faiblement acidifiant, moyennement acidifiant ou fortement acidifiant. D'accord. Et pareil pour alcalinisant. Faiblement alcalinisant, moyennement alcalinisant et fortement alcalinisant. Donc, je reprends votre exemple de tout à l'heure avec 50 grammes de viande et 50 grammes de haricots verts. La viande ou le poisson peuvent être fortement acidifiants avec un PRAL de 12, 15 ou 18. D'accord. Alors que les légumes vont être généralement alcalinisants, mais plus faiblement, avec peut-être un PRAL de moins 2, moins 4, moins 5 pour 100 grammes. Donc vous comprenez bien que même 50 grammes de viande avec un indice PRAL de 15 aura du mal à être compensé avec 50 grammes de haricots verts avec un indice PRAL de moins 2 ou moins 3. C'est un peu mathématique comme approche, mais ça permet de comprendre effectivement que pour compenser l'acidité d'un apport de viande ou de poisson, il va falloir consommer une quantité de légumes au même repas non négligeable, à la fois en entrée, en légumes cuits et voire même quelque chose, une préparation à base de fruits. Est-ce que... Oui, c'est clair, c'est suffisamment clair pour moi. Du coup, est-ce qu'il y a des justement, vu qu'on veut essayer de tendre vers une alimentation qui va être la plus alcalinisante possible pour contrebalancer les effets de notre mode de vie, est-ce qu'il y a vraiment des types d'aliments qui ont un très fort pouvoir alcalin? Alors, déjà les fruits secs, par exemple, puisque ça se comprend, puisque l'eau ayant été retirée, il y a une concentration au niveau des minéraux, une concentration au niveau de la matière sèche. D'accord. Donc, les fruits secs vont être des aliments qui peuvent compenser le sucre dont nous parlions tout à l'heure. Mm-hmm. Et qui sont tout à fait bénéfiques. Alors, je m'étais fait un petit top là. Par exemple, la banane séchée est celle qui arrive en premier. D'accord. Avec un PRAL de moins 22,5. Ah oui. C'est pas mal. Ah oui, effectivement. Ensuite vient l'abricot sec, par exemple, avec un PRAL de moins 21,7. Alors, c'est pas pour ça que faut en manger à longueur de journée. Mais vous parliez des sportifs tout à l'heure. Oui. C'est un carburant qui est intéressant, puisque c'est un apport de sucre naturel et en même temps de minéraux et en même temps, on est dans une alcalinisation. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Après, parmi des légumes, c'est pareil. Il y a des légumes qui vont être plus alcalinisants que d'autres. Bon, c'est pas forcément ceux qu'on consomme le plus, mais par exemple, celle qui vient en tête, au moins dans mon classement, c'est les bêtes ou les blettes. D'accord.
Vous voyez, avec un PRAL de moins 12,4. Donc là, on est dans le top. Mais sinon, bon, dans une moyenne de 10, on a les épinards, par exemple, ou le cresson. Des épinards crus aussi qui sont à moins 11,8. Donc une petite salade d'épinards crus, c'est très bien. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors du coup, peut-être juste pour peut-être un peu, on va dire, moins se mettre la pression. Enfin, je sais pas, vous allez nous le dire en fonction de votre réponse. Non, mais c'est plus justement pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Si on va rechercher, en fait, cette recherche de l'équilibre, je pense qu'elle se fait de façon globale, en fait. Et c'est pas parce qu'on va faire un repas ou même une journée peut-être, on va dire déséquilibrée parce que il y a un événement en particulier, que c'est pas ça qui va avoir un impact majeur sur notre santé. C'est plus nos habitudes au quotidien. Je pense qu'il faut pas culpabiliser. La culpabilisation, la culpabilité doit être acidifiante aussi, donc c'est pas la peine. Donc, je pense que c'est plutôt un équilibre à faire, et puis peut-être après il y a certaines astuces, effectivement, donner la priorité aux végétaux en retrouvant des végétaux de qualité qui ont bon goût, et de faire en sorte que ce soit les végétaux qui aient la place d'honneur dans notre alimentation. Ça, c'est bon, voilà. Sachant que je comprends tout à fait que nous sommes dans une société où la tentation est grande, à tous les coins de rue, à tous les coins de rayons, on va dire. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a d'autres petites astuces. Par exemple, on sait que notre corps a besoin de protéines. On a besoin pour toutes nos fonctions, pour nos enzymes, pour nos anticorps, pour nos muscles, pour vivre tout simplement, nous avons besoin de protéines. Or, souvent, les aliments protéiques qui sont mis en avant sont la viande, le poisson, les produits animaux, avec l'argument que ce sont des protéines de bonne qualité et qu'il n'y a que celles-là qui valent. Bon, personnellement, je pense que les protéines végétales sont aussi très bien. Donc, les protéines d'origine végétale, c'est quoi? Ce sont les légumineuses, par exemple. On en trouve aussi dans les céréales. Donc, c'est ce que font les végétariens, hein, et ils se portent en général très bien. Alors, sachant que les végétariens, généralement, peuvent consommer aussi des œufs et un peu de produits laitiers. Mais tout ça est une question d'équilibre, et sachant aussi que les légumineuses ont souvent mauvaise presse dans notre société pour la digestion, parce qu'il faut les préparer, parce qu'il faut y penser, que ça peut être un peu long. Donc c'est une question de volonté, mais je pense que ça peut être intéressant parce que les légumineuses nous apportent des protéines, et dans le même temps, elles sont moins acidifiantes que les produits animaux. Ouais. Donc, elles vont avoir un indice PRAL inférieur, nettement inférieur, et donc elles seront plus facilement compensées par les végétaux. C'est-à-dire, pour compenser l'acidité des légumineuses, qui vont être tout de même acidifiantes, mais faiblement, il va falloir consommer moins de fruits et légumes pour compenser cette acidité. L'équilibre sera plus facile à faire et à respecter. Oui, ça, on n'aura pas besoin de manger 500 grammes de haricots verts pour compenser 100 grammes de lentilles, quoi. Exactement. 500 grammes de haricots verts, il va les falloir pour compenser peut-être 80 ou 100 grammes de viande. Encore, quand je dis 80 ou 100 grammes de viande, je suis loin du compte, parce que c'est rare que les portions fassent 80 ou 100 en plus, grammes. Hein, c'est vrai que si on va dans des restaurants, on s'aperçoit que les steaks sont de plus en plus grands et l'accompagnement réduit comme peau de chagrin. Alors qu'effectivement, si on mange des lentilles, 100 ou 200 grammes de légumes suffiront un peu. Ok. Bon, en tout cas, si les personnes qui nous écoutent ont envie d'aller plus loin, c'est juste pour dire que je vais pas toutes les citer, mais vous savez passer au crible et on va dire rassembler
19 familles d'aliments au sein du livre, avec bien entendu les fruits, les légumes, mais justement aussi les viandes, les poissons, les crustacés, les herbes et épices, les noix, les graines, etc. Donc il y a cette notion d'indice et du coup de classement entre plus ou moins acidifiant ou alcalinisant qui est mise à disposition directement dans le livre, quoi. Oui, voilà, c'est des clés pour pouvoir faire soi-même, composer ces menus de façon à la fois équilibrée d'un point de vue diététique et nutritionnel et équilibrée du point de vue équilibre acide-base. Ouais. Donc on peut voir déjà dans ce classement où se situe l'aliment en question, celui que l'on convoitait. Et comment on peut s'arranger pour faire au mieux dans son repas. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour ces réponses et ces éclaircissements. Et du coup, au-delà justement de cette notion importante, mais qui reste malgré tout spécifique, en fait, la nutrition, c'est un sujet qui est bien plus global. Et du coup, vous proposez un programme d'accompagnement qui va dans ce sens? Oui, c'est ce dont je vous parlais au début. Ça s'appelle Nutrition Sereine. C'est un accompagnement innovant, je dirais, que j'ai créé en ayant tiré un petit peu les leçons de mon parcours, des consultations de diététique et ayant constaté la difficulté qu'il y avait parfois à mettre en œuvre de nouvelles habitudes alimentaires et de nouvelles habitudes d'hygiène de vie en général. Parce que c'est parfois le parcours du combattant, déjà avec soi-même, parce que on est confronté à sa vie quotidienne, à son rythme, à ses contraintes, et parfois par rapport à l'entourage, quel qu'il soit, que ce soit l'entourage proche, la famille ou les collègues, la société en général, il n'est pas toujours évident de choisir, de changer. Faut avoir une sacrée motivation, une sacrée volonté, et puis de tenir la distance aussi, parce que voilà, il y a toujours des pressions à droite à gauche qui sont pas toujours évidentes. Donc c'est vrai que en consultation, je m'étais rendu compte que c'était pas forcément évident pour une personne seule de changer. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire et d'agir. Pour agir collectivement, agir en groupe. Déjà, ça permet aussi, le groupe permet d'avoir un échange, de voir aussi qu'on n'est pas tout seul, avec ses problèmes, que pas mal d'autres personnes peuvent partager les mêmes problèmes ou les mêmes contraintes que nous. Donc c'est quand même assez rassurant. Et puis, du coup, c'est un lieu d'échange, d'expérience. Qui permet d'avancer. Donc nutrition sereine, c'est ça, c'est quelque chose c'est un concept, une approche qui est basée à la fois sur le collectif et l'individuel. Donc l'individuel, c'est bien parce que c'est bien de prendre soin de soi, hein, c'est tout à fait normal et même conseillé. Et en groupe, ça permet aussi d'apporter d'autres notions à la fois de soutien purement pour le cheminement, mais aussi d'aborder d'autres valeurs, le groupe pouvant devenir une communauté à la fois de soutien, mais une communauté pour avancer ensemble vers des initiatives aussi que l'on peut faire ensemble et qui font que c'est plus facile de cheminer quand on est ensemble que quand on est tout seul. Et du coup, c'est un programme qui se passe en ligne ou c'est en présentiel? Alors, en fait, de ce point de vue-là, je prends un peu le contre-pied de ce qui se développe actuellement, puisque pour l'instant au moins, hein, je ne sais pas dans l'avenir, mais je ne souhaite pas le faire en ligne, au sens où justement la philosophie de nutrition sereine, c'est l'humain, donc c'est de se retrouver ensemble dans un lieu. Donc moi de ce point de vue-là, j'ai prévu de me déplacer, c'est-à-dire de me déplacer auprès de groupes qui pourraient se former ou qui seraient déjà formés. Et
Et le fait d'être ensemble, de vivre des journées, puisque ce sont des journées que je propose, des journées réunions, pendant lesquelles nous travaillons ensemble, nous réfléchissons de façon conviviale sur des thèmes, et nous pouvons et en plus on passe un bon moment, le temps du repas est ensemble, donc ce sont des journées où l'on se retrouve et où on peut échanger, partager, travailler, trouver des solutions ensemble. Voilà. Ok. Bon du coup, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui nous écoutent pour vous suivre et puis en savoir plus sur vos activités? J'ai un site qui s'appelle nutritionsereine.fr. J'ai aussi une page Facebook Florence Piquet diète nutritionniste. Il y a aussi une page Facebook Nutrition Sereine, mais qui est peut-être moins active pour l'instant que ma page Facebook personnelle, puisque sur ma page Florence Piquet diète nutritionniste, j'annonce aussi les événements à venir, et donc j'ai annoncé mes prochaines interventions au salon Bioéco de Strasbourg-Automne, qui aura lieu du 26 au 29 octobre 2018 prochain. Et pour ma part, j'y serai les 27 et 28 octobre, à la fois pour 2 conférences suivies de dédicaces, donc sur l'équilibre acide-base, une conférence qui sera basée sur le livre dont on a parlé, sur le guide de l'équilibre acide-base, et l'autre sur mon autre ouvrage qui s'appelle La diététique anti-ostéoporose et qui concerne plus spécifiquement la santé des os et comment on peut préserver nos os, et sachant que la diététique anti-ostéoporose est basée pour partie sur l'équilibre acide-base aussi. Voilà, les deux sont quand même un peu liés, puisque nous parlions du squelette. Justement, effectivement. Ouais, justement. Et donc, je serai aussi en dédicace après ces conférences. Et nouveauté, j'animerai des ateliers dont les thèmes sont en lien avec mes ouvrages et mes conférences. Et ces ateliers thématiques d'1h30 sont l'occasion de vivre la philosophie de Nutrition Sereine, de voir un petit peu comment ça se passe avec Nutrition Sereine avant de se lancer, pourquoi pas, dans une journée entière. Ok, très bien. Écoutez, si certains de nos éditeurs et nos auditrices sont dans le coin, qu'ils n'hésitent pas à venir me rendre visite. Oui, à venir me voir à Strasbourg, à me dire qu'ils ont entendu le podcast. Et puis, ce sera avec joie que je les rencontrerai. Super. Merci beaucoup, Florence. Merci, Xavier. Au revoir, à bientôt. Merci encore Florence pour toute votre disponibilité et pour l'ensemble de vos réponses. Alors avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de notre discussion en vous rendant sur le lien suivant extraform.fr/22, le chiffre 22. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais si j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est parce que je me suis donné la mission de favoriser le partage des connaissances afin d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit épanouissant et enthousiasmant. Cela passe donc par la publication de cette interview chaque semaine, mais aussi par l'animation du groupe privé Forme Idéale sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance. L'objectif est de vous aider à avancer et progresser sur vos challenges du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général. Pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait d'y participer et répondez aux 3 questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important et d'ailleurs toute demande sans réponse ne sera pas validée. Alors pour nous rejoindre, soit vous passez par le lien extraform.fr/groupe ou sinon vous cherchez Forme Idéale dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!